Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Aujourd'hui, troisième épisode de notre saison 2 qui cherche à faire un lien entre d'un côté de la théorie des représentations d'algèbre avec des choses en lien avec les algèbres aimables et les modules sur ces algèbres aimables, donc des algèbres aimables que j'ai déjà pu vous introduire lors de la saison précédente, mais je vous reparlerai de tout ça plus tard pour cette saison. Et de l'autre côté, de la combinatoire des mots, avec notamment les mots parfaitement inversants que je vous ai introduits lors du premier épisode de cette saison. Et je vous ai également introduit quelques transformations et quelques petites choses sur la combinatoire des mots qui est peut-être assez intéressant à avoir en tête. Donc les transformations notamment de Burroughs-Wheeler et de Gessel-Rothenauer, bon, qui ne sont pas forcément très simples à manipuler, mais bon, j'ose espérer avoir réussi à être à peu près clair. Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir rattraper un peu tout ça à partir de cet épisode. Alors pour cet épisode, nous allons parler d'un nouvel objet, donc de nouveaux objets combinatoires, devrais-je dire, des objets que l'on nomme méandres, et qui a priori n'auront rien à voir avec la combinatoire de mots ou avec les algèbres aimables. Et je dis bien a priori, car étonnamment, il va y avoir des liens. Et donc le but de cette saison évidemment est d'essayer de faire des liens entre pas mal de ces objets. Donc la combinatoire des mots d'un côté, les algèbres aimables et les modules bande briques, que je n'ai pas encore expliqué ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très grave pour l'instant, et les méandres qui vont jouer un rôle assez intermédiaire et assez intéressant. Et vous allez voir que ces objets sont très faciles à manipuler. C'est vraiment des dessins en fait. Vous pourrez comprendre ça comme des dessins. Mais bon, pour aujourd'hui, je vais simplement vous introduire ce que sont ces objets. Je ne vais pas chercher à vous parler des liens qui existent entre les méandres et plein d'autres trucs qu'il peut y avoir dans les mathématiques qui sont liés à ces méandres. Je vais simplement vous donner une définition assez propre, je pense, et avec laquelle vous pourrez vous amuser à faire des dessins par vous-même et peut-être à essayer de manipuler ces choses. Car il y a pas mal de questions ouvertes, malgré tout, autour des méandres. Des questions ouvertes qui sont très faciles à énoncer. Je pourrais même vous dire que je pourrais énoncer certains problèmes pour des élèves qui seraient juste en primaire. Donc pour vous dire, si vous introduisez des dessins et vous expliquez ce qui se passe en termes de dessin, oui, on peut en parler à des élèves en fait, des élèves à l'école primaire. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Car bon, en tout cas moi, c'est le type d'objet que j'ai bien aimé manipuler et je pense que ça fait partie des fortes contributions que j'ai pu amener dans ces travaux. Alors ok, qu'est-ce que sont ces méandres? Alors je vais vous faire un petit dessin de ce que peut être un méandre d'abord, puis après je vais vous donner une définition. Vraiment une définition qui fait appel à quelques petites notions entre deux bien sûr, mais une définition propre de ce que c'est un méandre. Alors un méandre c'est quoi? Vous vous donnez une droite, ok, une droite qui va couper le plan en deux. Il y aura quelque part une notion de ce qu'il y a au-dessus de la droite et ce qu'il y a en dessous de la droite. Ok. Sur cette droite, je vais placer des points. Je vais placer un certain nombre de points, un nombre de points fini. D'accord. Alors ici, pour l'exemple, je pourrais mettre 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6 points. Ok, je vais placer 6 points. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des liens entre ces points. Donc des liens entre ces points, qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des arcs de cercle qui vont lier ces points. Et ces arcs de cercle vont avoir comme chose importante à respecter qu'ils ne vont pas devoir s'intersecter entre eux. Donc autrement dit, par exemple, je vais donner un exemple, comme ça ce sera bien clair. Je pourrais faire par exemple un arc de cercle comme ceci, puis un arc de cercle comme ceci. Voilà. Et je vais faire des arcs de cercle en haut, mais je vais également faire des arcs de cercle en bas. Et je ne suis pas obligé de faire des arcs de cercle entre tous les points. Vous voyez bien par exemple que ce point-là est tout seul. Ce point-là également est tout seul. Ok. Alors je peux faire des arcs de cercle en bas également. Donc par exemple, je pourrais très bien faire quelque chose comme ça. Ouais, allez, disons ça. Ou peut-être ça. Voilà. Voilà, et bien là je viens de vous dessiner ce qu'est un méandre. D'accord? Donc en fait c'est une collection, on pourrait l'introduire de manière topologique en disant que c'est une collection de droites. Donc vous commencez par
D'abord, vous avez un ensemble de points, vous avez un ensemble d'arcs de cercle qui peut correspondre à des segments. Segments à homotopie près, hein, bien sûr. Bon, après, le problème, c'est que quand on considère les choses à homotopie près, il peut se passer qu'il y ait des intersections. Mais on pourrait dire qu'on cherche à minimiser le nombre d'intersections. Bon, enfin bref, voilà. Ça peut être des choses peut-être assez embêtantes en fait à introduire de manière topologique. Mais en tout cas, on pourrait introduire la notion de méandre en termes topologiques, en disant il y a un ensemble de points, un ensemble de segments, et puis vous avez une droite qui coupe l'espace ambiant en deux. Voilà, c'est vraiment. Ça peut être une façon d'introduire ce que c'est un méandre. Et ces arcs de cercle auront le bon goût qu'à homotopie près, je pourrais réduire le nombre d'intersections et rendre nul le nombre d'intersections qu'il y a entre les arcs de cercle. Voilà. Donc on pourrait vraiment l'introduire de manière topologique. Mais là, ici, je vais vous l'introduire de manière combinatoire, ce qui va être plus simple à manipuler, plus simple également à comprendre. Alors la méthode combinatoire est la suivante. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de placer des points comme ça et ne donner aucun nom, je vais donner des noms à mes points. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là, je les numérote dans l'ordre croissant de 1 à 6, hein, donc de A à N, s'il y avait N points. Et puis, en fait, chacun des arcs de cercle correspond à un ensemble, un sous-ensemble, comportant exactement deux éléments. Donc par exemple, en haut, je pourrais voir un ensemble d'ensembles où j'ai l'ensemble formé par le couple 1,5, puis j'ai ensuite 2 qui est tout seul, puis j'ai 3, 4, pardon, 3, 4, et puis il me reste 6 qui est tout seul. Donc ça, on pourrait l'appeler P par exemple. Et puis bon, je vais faire pareil pour l'ensemble en bas. Donc l'ensemble en bas, 1 est tout seul. Ensuite, j'ai 2 avec 6. Ensuite, j'ai 3 avec 5. Et enfin, j'ai 4 tout seul. Et on est d'accord que combinatoirement, les données du méandre peuvent vraiment être capturées, si je puis dire, en tout cas données de manière vraiment le plus simple possible, par ces deux ensembles d'ensembles. Vous remarquerez d'ailleurs que ces ensembles d'ensembles sont des partitions de 1,6. Et ça va être des partitions qu'on va dire non croisées. Alors il y a une notion de partition non croisée plus générale que ce que je vais faire ici, puisque ici, on va faire des partitions juste faisant intervenir des ensembles avec uniquement deux éléments. D'accord ? Mais il existe une définition plus générale de ce que ça va être une partition non croisée, mais je ne vais pas m'en préoccuper ici. Eh bien, ce que je pourrais donc vous donner comme définition, et c'est ce que je vais faire dans un instant, c'est que je vais vous dire, en fait, qu'est-ce que doit être ces deux ensembles ? Quelles sont les conditions que doivent vérifier ces deux ensembles ? Et une fois que je vous ai donné les deux conditions que doivent vérifier ces deux ensembles, je vous dirai donc qu'un méandre, c'est juste une paire de ce type d'ensemble. Alors ces ensembles-là, c'est ce qu'on va appeler des correspondances. On dit plutôt matching en anglais. Donc ça va être des correspondances. Et donc je vais donner maintenant la définition de ce que j'appelle correspondance. Définition. Alors je me donne soit n un entier naturel non nul. Une correspondance de l'ensemble d'entiers 1n est une partition de 1n en des ensembles de cardinal 1 ou 2. Rien de plus. Donc là, on est d'accord que les deux exemples que j'ai donnés, ce sont des correspondances. Mais ça ne suffit pas si je vous dis juste que ce sont des correspondances. Parce que si je prends juste des correspondances, je pourrais très bien faire... Alors je vais faire un autre petit exemple là.
avec 4 éléments. Je pourrais très bien faire 1 avec 3, 2 avec 4. Et là, vous voyez que la condition d'être non croisé, hein, donc d'avoir des arcs de cercle qui ne s'intersectent pas, n'est pas respectée ici. D'accord? Donc, comment dire, la partition de 1, 4 comme étant l'ensemble 1, 3 avec 2, 4, c'est une correspondance. Mais c'est une correspondance malheureusement qui n'est pas non croisée, donc on pourrait dire qu'il est croisé. Et donc ce qu'il nous faut, c'est donc des correspondances qui sont non croisées. Et comment on va dire qu'on veut des correspondances qui sont non croisées? Et bien vous voyez qu'il y a quand même des inégalités qui ne sont pas... Enfin, il y a une inégalité qui n'est pas respectée. Vous remarquerez que par exemple, là vous avez 1 plus petit que 2, plus petit que 3, plus petit que 4. Et vous avez 2, 4 qui est dans un même ensemble, 1, 3 qui est dans un même ensemble. Et en fait, la définition de ensemble non croisé, hein, donc d'une paire d'ensembles qui est non croisée, ça va vraiment dire qu'il faut que j'évite qu'il y ait ce genre de situation. Donc, définition suivante. Deux ensembles E et F, donc deux sous-ensembles devrais-je dire. Donc deux sous-ensembles E et F des sous-ensembles de 1n sont dits non croisés si il n'existe pas, donc si et seulement si, il n'existe pas un quadruplé d'entiers, donc I plus petit que J, plus petit que K, plus petit que L, tel que, eh bien, IK est dans l'ensemble F, dans l'ensemble E, et JL est dans l'ensemble, est un sous-ensemble de F. Donc voilà ce qu'on définit comme étant deux ensembles non croisés. Et là, je viens de me rendre compte que finalement, je peux vous parler de ce que c'est une partition non croisée. Alors, je vais faire un exemple juste pour que vous voyez, et en fait, même de manière très visuelle, ce qui va se passer. Hein. En général, quand on parle de partition non croisée, alors peut-être que je vais effacer, les correspondances que j'ai fait ici. Je les réécrirai au besoin, mais pour l'instant, je vais les effacer. J'aimerais juste vous donner un petit exemple de ce que j'entends par ensemble non croisé, vraiment que vous ayez à l'esprit ce qu'on entend ici et que c'est vraiment ce que vous pensez. Donc, en général, des partitions non croisées, on les dessine dans un cercle. Et on place les nombres de 1 jusqu'à n, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Disons, imaginons, voilà, je vais travailler avec n égale 9. Bon, alors si vous vous donnez, par exemple, alors je vais faire un exemple où on a des ensembles qui sont croisés. Alors si je prends des ensembles qui sont croisés, je pourrais prendre par exemple, 1, 5, 8, 5, 8, 5, 1, disons. Voilà. Et en fait, prendre cet ensemble-là, c'est un peu, donc prendre l'ensemble formé par 1, 8, 5, c'est un peu comme prendre le triangle que je viens de dessiner dans le cercle. Ok? Maintenant, si je prends l'ensemble, donc là je vais faire quelque chose de croisé, prenons par exemple 7, 6, 4, 2, 7. Voilà. Donc là par exemple, je viens de donner, donc en vert c'est l'ensemble 1, 5, 8. Et en mauve, c'est l'ensemble 2, 4, 6, 7. Et bien ces deux ensembles sont croisés. Okay. Ces deux ensembles sont croisés. En effet, si vous regardez la condition, maintenant si vous regardez de plus près la condition que j'ai posée ici,
vous pouvez vérifier que cette condition n'est pas respectée. Il existe un quadruplé IJKL pour lequel on a un problème. Et le quadruplé en question, il se trouve ici, donc je vais le redessiner en blanc. Il se trouve avec 6-4. Par exemple, hein, c'est pas le seul choix, hein, mais j'en donne un. Donc il se trouve avec 6-4 par exemple et 8-5. D'accord? Donc là vous aurez I, J, K, L. Et vous voyez que JL est dans l'ensemble vert, alors que KI est dans l'ensemble mauve. Ok? Et donc des partitions non croisées, c'est vraiment des partitions qui doivent éviter ce genre d'intersection. Et des intersections, là on peut vraiment parler de manière topologique. On peut en reparler de manière topologique, hein, vraiment en disant, dans ce cercle-là, ce qu'on veut éviter, c'est que les quadrilatères, donc ça veut dire quoi ici ces quadrilatères-là, ça serait de prendre par exemple des polygones convexes engendrés par les sommets que je choisis dans le cercle. Je veux éviter que les polygones convexes s'intersectent, autrement dit que leur intérieur, l'intersection de leur intérieur soit vide. Je voudrais avoir ça. Et là, l'intersection de leur intérieur n'est pas vide. J'ai la partie qui est à la fois mauve et verte qui apparaît dans les deux cas. Ok? Alors maintenant, je vais faire un dessin de ce que peut être une partition. Hop. Et je vais donner la définition de ce que c'est une partition non croisée. Mais je vais d'abord faire un dessin, juste pour dire. Tac. Et ça, c'est des objets combinatoires qu'on utilise vraiment très fortement, justement. Beaucoup de choses intéressantes en lien avec ces partitions non croisées. Donc, je pourrais par exemple faire... Alors, je peux faire... Voilà, donc disons ça, cet ensemble-là. Je pourrais faire... Je vais mettre en rouge. Je pourrais par exemple choisir de faire quelque chose comme... on va faire quelque chose d'assez intéressant quand même. Donc j'aimerais, on va dire ça. Allez hop. Ça. Voilà, c'est un peu embêtant. J'aimerais bien faire quelque chose. Bon, je vais faire ça. Et puis, juste le trait, donc juste le segment que je viens de dessiner. Et puis, en marron, on va dire ça. Voilà. Et bien là, je viens de vous dessiner ce qu'est une partition non croisée. Ici, la partition non croisée, vous avez... oui, non, je voulais l'écrire en blanc. Donc, vous avez... alors, 1, 2, 6. Ensuite, 3, 4, 5. 7, 9. Et enfin, 8. Qui est tout seul. Et bien cet ensemble-là est un ensemble, donc qui est une partition, hein, c'est bien une partition de 1, 9, et c'est une partition non croisée, car comme vous pouvez le voir, là, de manière vraiment très visuelle, vous voyez que aucun des polygones ne s'intersecte. D'accord? Alors là, j'ai courbé un petit peu les segments, c'est fait exprès, c'est juste pour éviter que ça se superpose par rapport au cercle, mais vous pouvez vraiment avoir en tête que je prends l'enveloppe convexe de ces points, d'accord? Donc ça va donner un vrai triangle ici, un vrai triangle ici, et un vrai segment ici. Donc c'est juste une habitude qui peut être intéressante à avoir, juste pour avoir un meilleur visuel, parce que quand il y a beaucoup de points qui est dans le cercle, prendre des segments, ça va se superposer avec le cercle, ça peut être un peu compliqué. Bref, en tout cas, vous voyez dans cet exemple qu'il n'y a pas d'intersection, et vous pourrez remarquer qu'à chaque fois que vous allez prendre une paire d'ensembles, par exemple c'est deux ensembles, vous n'allez jamais pouvoir trouver des triplés, enfin des quadruplés qui vérifient exactement ce genre de choses. D'accord? Donc vous pouvez vérifier, vous pouvez vous amuser à le faire là. N'hésitez pas à faire une pause si vous voulez essayer. Je vous assure, vous allez avoir des difficultés parce qu'en fait ça ne va pas être possible. Vous n'allez pas pouvoir trouver un quadruplé qui vérifie ce genre de choses. Donc voilà, alors ça m'amène à la définition donc combinatoire suivante. Une partition non croisée. Donc je peux laisser soit n un antinaturel non nul. Donc une partition de 1n est dite non croisée si et seulement si pour tout E et F
deux ensembles donc la partition, je peux l'appeler pi. Donc une partition de pi, voilà. Donc pour tous deux ensembles dans la partition, si E est différent de F, alors E et F sont non croisés. Donc voilà, on va pouvoir parler de partitions non croisées, et ces partitions non croisées, on peut vraiment donner une définition totalement combinatoire, sans même parler d'une question de topologie ni quoi que ce soit. Vraiment, la combinatoire revient à ce genre de choses. Okay, donc vraiment éviter d'avoir des quadruplés I, J, K, L, comme ça, dans l'ordre décroissant, qui vérifient ce genre de choses. Et vous pouvez vraiment vérifier que, encore une fois, que cet ensemble, cette partition-là, est bien une partition non croisée. Ok, et donc par rapport à nos méandres, c'est quoi le lien? Et nos méandres, ce sont des correspondances, et cette correspondance, je vais demander à ce qu'elle soit non croisée. Et pour avoir vraiment un méandre, il faut prendre une paire de correspondances non croisées. C'est ça la définition d'un méandre, la définition que je peux vous donner en termes combinatoires de ce qu'est un méandre. J'efface ici. Hop. Donc définition. Un méandre à n sommets, on peut préciser, est une paire de correspondances non croisées. Donc de correspondances non croisées de 1n. Alors vous pourrez remarquer que pour faire des correspondances non croisées, je pourrais également, pour dessiner les méandres, je pourrais les dessiner sur un cercle comme ça, et dessiner les arcs, les segments en fait, dans le cercle, puis des segments à l'extérieur du cercle. D'accord? L'idée c'est vraiment de dessiner en fait sur deux parties de l'ensemble. En haut je vais dessiner une partition non croisée, une correspondance non croisée, et je vais faire pareil en dessous. Ok? Donc voilà ce qu'est la définition d'un méandre à n sommets. Et une définition combinatoire. Ok? Alors bon, on va faire un autre exemple. Donc là, cet exemple-là, j'avais donné un truc explicite. Si vous voulez y rejeter un coup d'œil, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo. Hop. Je vais juste donner un autre exemple, et cette fois-ci, je vais juste donner deux correspondances, et on va se poser la question, est-ce que la correspondance est croisée ou non? Moi, je propose par exemple, disons, on va prendre P comme étant... Je fais un truc un petit peu au hasard, on va voir. Donc 1, 3, 2, 4, 7, 5, 6. Donc je prends P comme étant ça, Q comme étant, alors on va dire 1, 2, 4, 3 tout seul. On va dire 4, 6. Oh, je vais peut-être mettre... attendez. On va dire 3, 7 plutôt. 4, 6. Et 5. Voilà, donc c'est là, a priori, ça pourrait être un méandre à 7 sommets. La question c'est est-ce que le méandre qui sera donné par la paire PQ, donc je vais noter M de PQ, le méandre que j'aimerais dessiner. Est-ce que ce truc-là est bien un méandre? Alors vous pouvez faire pause et essayer de voir est-ce que c'est bien un méandre. Et normalement vous devriez vous rendre compte assez rapidement. Alors d'ailleurs oui, j'ai fait une bêtise, j'ai mis 4 avec 6, je ne vais pas faire ça. Donc déjà si je mets 4 dans deux ensemble, ça va pas parce que c'est pas une partition. Je vais quand même préférer, je vais mettre 5, 6 ensemble alors. Je vais mettre 5, 6. Donc là, si vous essayez de voir est-ce que ces partitions sont non croisées, vous allez vous rendre compte que celui du haut est bien non croisé. Par contre, celui du bas est croisé. Donc non croisé, mais ça ferait un peu bizarre de dire ça, donc est croisé. Donc malheureusement, c'est pas un méandre. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants,
n'est pas un méandre. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, il suffit de faire le dessin pour se rendre compte. Maintenant que j'ai posé les bonnes définitions combinatoires, il suffit de faire le dessin pour se rendre compte si c'est bien un méandre ou pas. Donc là, il faut faire 7 sommets. 4, 5, 6, 7. Voilà. Et puis, celui du haut, je dois faire 1 avec 3. 2 est tout seul. 4 avec 7. Donc 4 avec 7. 5 avec 6. Voilà, je me retrouve avec ça. Et puis Q, alors Q, lui, il y a 1 tout seul. Il y a 2, 4, donc 2 avec 4. Il y a 3 avec 7, et c'est là où on voit que ça croise. 3 avec 7, 5 avec 6. Donc voilà, malheureusement, on a un croisement ici, et donc on peut se rendre compte que, en effet, ces deux ensembles-là ne respectent pas la condition, puisque si je prends I égale 2, J égale, J égale 3, K égale 4, et L égale 7, eh bien on a bien l'existence d'un quadruplé IJKL qui vérifie malheureusement le fait qu'on ait quelque chose de croisé. Donc c'est pas un méandre. D'accord ? Et vous voyez qu'en faisant le dessin, on se rend compte très facilement que quelque chose est un méandre ou pas. C'est vraiment très très facile de s'en rendre compte. Ok, je vais faire un autre exemple cette fois-ci qui va être un méandre. Donc si vous l'avez compris, vous pouvez le vérifier vraiment très facilement par vous-même en faisant un dessin. Donc là, je vais proposer par exemple, alors, 1, 3, toujours 2 tout seul, 4, 7, 5, 6, comme ceci. Et puis de l'autre côté, on va dire 1, 7, 2, 3, et 4, 4, 6, 5. Voilà, alors si je propose ça, est-ce que ce truc-là est un méandre? La réponse va être oui cette fois. Donc, est un méandre. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause avant que je le dessine. Vraiment, c'est vraiment un petit exercice à faire pour se rendre compte que c'est très facile à manipuler. Donc encore une fois, là j'ai toujours un truc à 7 sommets, hein, c'est ça? 7 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1 va avec 3 encore une fois, 2 tout seul, 4 avec 7, 5 tout seul, 6 tout seul. Donc voilà la correspondance qu'on a en haut. La correspondance qu'on a en bas, 1 avec 7. Donc on a ça. Ensuite on a 2 avec 3, 4 avec 6 et 5 tout seul. Voilà ce que j'obtiens donc comme méandre avec ces correspondances. Donc là on voit qu'il n'y a bien aucun arc de cercle qui s'intersecte. Donc c'est bien un méandre. Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir convaincu que la définition de méandre est vraiment très simple à manipuler. Et donc il y a beaucoup de choses liées à ces notions de méandre qui sont encore pas trop connues. Notamment par exemple le nombre de méandres qui existent étant donné un nombre de sommets fixé. Il n'y a pas de formule. On ne sait pas combien il y a de méandres. Donc si je vous dis je veux compter le nombre de méandres qui admet n sommets, on ne sait pas combien il y en a exactement. On n'a pas une expression explicite dépendant de n qui me permet de décrire combien il y en a dépendant de n. On peut faire des exemples si on veut pour n égale 1, pour n égale 2, pour n égale 3 ça va commencer à être long parce que vous allez vous rendre compte que normalement ça va exploser très vite. Le nombre de méandres va exploser très vite. Il y a même une suite de nombres qui peut être accessible via O. Alors O, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, tiens, mais je peux peut-être en parler maintenant. Donc, petit aparté par rapport à ce que je raconte ici. Il existe un petit site internet dans lequel est répertorié toutes les suites qui sont connues, toutes les suites de nombres qui sont connues et qui sont liées à des objets combinatoires vraiment très très bien connus. Donc par exemple, alors le site en question c'est OEIS. Alors, je sais plus ce que signifie ce sigle là. Franchement je joue en freestyle, j'avais pas prévu d'en parler mais j'en parle. OEIS est un site dans lequel en fait toutes les suites de nombres sont répertoriées
Donc si vous tapez EOIS sur Google, à mon avis, la première page qui va apparaître, la première page internet qui va vous être proposée, ça va être exactement la bonne page. Et vous allez tomber sur une fenêtre où vous allez avoir un petit encadré et dans lequel vous allez pouvoir écrire n'importe quelle suite de nombres. Et vous allez pouvoir écrire le début de cette suite de nombres. Donc je vous donne un exemple. Si je vous tapez 1, 2, 3, 5, 8, 13 par exemple, vous vous arrêtez à 13. Puis vous tapez sur entrée. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'il va vous renvoyer toutes les suites en lien avec les nombres proposés. C'est un peu comme la petite énigme que vous posiez peut-être plus jeune en disant j'ai une suite de nombres, essaie de la compléter. Par exemple, vous avez 2, 4, 6, 8, quel est le prochain nombre qui apparaît? Ici, c'est très simple. En général, les suites, ça ne se comporte pas forcément très bien. Mais on a un dictionnaire, en fait, qui est accessible à tout le monde, pour tout le monde. Un dictionnaire dans lequel sont répertoriées les suites remarquables. Donc là, si vous ne l'avez pas reconnu, la suite que je viens de donner, c'est la suite de Fibonacci. Okay, donc normalement, le premier résultat qui va être donné par ce site, ça va être Fibonacci. Et en plus de ça, il va vous dire quels sont les objets combinatoires qui sont en lien avec ces nombres de Fibonacci. Donc c'est quand même, voilà, c'est vraiment une source très, très importante. Vous pouvez vous amuser même à mettre les coefficients binomiaux et ça va être pareil, il va reconnaître que c'est des coefficients binomiaux et il va vous dire comment on peut les compter, comment on peut les interpréter, etc. etc. Et vous pouvez même vous amuser à mettre des suites qui n'ont a priori aucun sens. Et vous verrez également que voilà, il va essayer de deviner quelle pourrait être la suite en question. Et si cette suite est répertoriée, il va essayer de vous dire aussi par rapport à quels objets ça peut être lié. Donc, en fait, l'idée de la combinatoire, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, la combinatoire a pour but de faire des bijections, des liens entre des objets qui peut-être n'ont aucun lien au départ, donc des objets qui sont dans la théorie des représentations, que ce soit d'algèbre ou de groupe, des choses bien théoriques, et de l'autre côté peut-être des objets beaucoup plus simples. Et le but de ces bijections, c'est justement de mieux comprendre les choses compliquées en fait. Et donc par exemple, les suites de Fibonacci, si par exemple à la suite d'une étude sur des objets bien compliqués, on arrive à extraire une énumération qui nous amène à des nombres de Fibonacci, on pourrait se poser la question, est-ce que en effet les nombres de Fibonacci comptent bien les objets qui nous intéressent? Parce que peut-être qu'on a réussi avec un ordinateur à les dénombrer pour les premiers cas, mais on n'a peut-être pas réussi à les dénombrer pour tous. Et on pourrait se poser la question, d'accord, peut-être que c'est les nombres de Fibonacci. Dans ce cas-là, est-ce que je suis capable de faire une bijection entre les objets que je suis en train de regarder et des objets plus simples, plus faciles à manipuler, qui donnent également, eux en tout cas, qui donnent des nombres de Fibonacci? Et bien ça, c'est exactement le genre d'exploration qu'on fait quand on fait de la recherche en combinatoire. C'est vraiment le genre de choses qu'on se lance à faire. Et donc c'est exactement la même chose qu'on pourrait faire avec les méandres. Donc on pourrait se poser la question, ok, il y a combien de méandres que je peux faire avec un seul sommet? On se rendrait compte qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord. Après, combien il y a de méandres que je peux faire avec deux sommets? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se dénombre encore de manière très simple. Donc on peut avoir les deux sommets comme ça, mais on peut très bien avoir un arc de cercle en haut, on peut avoir un arc de cercle en bas, et on peut avoir un arc de cercle des deux côtés. Donc on se rend compte que pour 2, ça va être 4. Bon, pour 3, ça va être plus long, donc je vais peut-être pas le faire. Mais on pourrait se poser la question combien il y en a avec 3 sommets. Puis mettre le nombre, je sais pas, je vais l'appeler U3 par exemple, j'en sais rien. Ok. Et puis une fois que vous avez ces trois nombres, vous pouvez écrire le résultat de ces trois nombres ici. Donc commencer par 1, 4 et puis le troisième nombre par exemple. Taper entrée et voir à quels objets est-ce que ces méandres pourraient être liés. Voilà. Et à mon avis, en tapant ces premiers chiffres, il y a de fortes chances que le logiciel vous renvoie, en tout cas parmi la liste des choses qui seraient comptées par ces nombres, ça va vous renvoyer les méandres. Okay, parce que c'est dans le dictionnaire de ces nombres, de ces suites de nombres, mais on ne sait pas, on n'a pas d'expression explicite de ce que peut être les prochaines valeurs
de cette suite. Donc vraiment, on n'a pas une expression dépendant uniquement de n pour déterminer toutes les valeurs de cette suite. Donc c'est vraiment, voilà, ça reste une question ouverte et vraiment pas facile du tout. Ok, alors comme j'ai dit, vous pouvez vous amuser à mettre ces nombres-là. Il y a également d'autres types de nombres comme les nombres de Catalan aussi qui font partie des choses très 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 importantes. Alors je parle des nombres de Catalan, mais il faut savoir que les nombres de Catalan, ça dénombre plein de choses. Et donc notamment, je vous ai parlé des partitions non croisées de 1n, et bien justement, les nombres de Catalan correspondent justement aussi au nombre de partitions non croisées qu'on peut avoir avec n sommés. Donc je mets par exemple égal au nombre de partitions non croisées de 1n. Je dis pas correspondance, je dis bien partition non croisée, c'est vraiment les dessins que je faisais dans le cercle. Okay, et en fait, en tapant les premiers nombres de Catalan qu'on peut avoir ici, alors j'espère ne pas faire de bêtises, mais je crois bien que les premiers nombres de Catalan c'est 1, 2, 5, 14. Je crois, j'espère que je fais pas de bêtises. Je pense que ça doit être ça. Donc si on tape ces premiers nombres, je suis juste en train de me poser. Oui, donc pour 2 c'est 2, pour 3 c'est un peu plus long. Ça doit être 5 en effet, donc oui c'est ça. Je pense que ça doit être ça. Donc si on tape ces premiers nombres, je revérifierai, je mettrai en description les bons nombres si je me suis planté, mais si vous tapez ces nombres-là sur ce site, il va vous renvoyer il y a de fortes chances qu'il vous renvoie tout de suite, la première chose qu'il va vous renvoyer, c'est les nombres de Catalan. Ok, et les nombres de Catalan, eh bien il va vous dire à toutes les choses auxquelles ça peut être lié. Et donc ça peut être lié, et vous allez voir dans un des résultats, les partitions non croisées. Mais vous allez voir également que ça peut être lié à des chemins de Dick, chose que je n'ai peut-être pas encore raconté ici, mais on en parlera dans cette saison. Donc il y aura les chemins de Dick qui sont comptés également par des partitions non croisées. Il y a des triangulations dans des polygones, donc des triangulations dans un n plus 3 gone. Le nombre de triangulations dans un n plus 3 gone, si on considère que n égale 0 ici. Donc par exemple, une triangulation c'est quoi C'est si vous prenez par exemple un hexagone, je veux découper cet hexagone en des triangles, et pour couper en des triangles, je peux très bien faire par exemple comme ceci, je vais faire une triangulation pas facile, exprès. Donc couper l'hexagone en triangle, c'est par exemple faire en sorte de découper, donc je le répète, c'est faire en sorte de découper le polygone en des triangles, et là c'est ce que je viens de faire, ok, je viens de découper mon hexagone en 4 triangles. Mais il y a plein d'autres choix possibles, je pourrais bien changer cette diagonale pour cette diagonale, et voilà, c'est encore une triangulation. Donc voilà, par exemple ça compte le nombre de triangulations d'un n plus 3 gone, ça aussi, ça marche. Il y a plein d'autres résultats qui sont liés à ces nombres de Catalan, vraiment très très intéressants et vraiment beaucoup étudiés en combinatoire. Donc voilà, plein de trucs. Bref, je ferme ma parenthèse, elle était peut-être un peu longue, mais je ferme ma parenthèse. Je vous invite vraiment juste à vous amuser, peut-être à mettre quelques valeurs, quelques suites qui peuvent vous venir à l'esprit que vous connaissez bien. Et vous allez voir que ça marche très très bien. Et puis peut-être vous pouvez vous amuser à mettre des suites un peu n'importe quoi. Alors des fois il va vous donner un résultat, des fois pas. Mais c'est normal que des fois pas, parce que si vous donnez une suite complètement au hasard, ça veut dire qu'a priori il n'y a aucun lien avec un objet qui existe. Donc ça peut être bien quand même de donner des suites de nombres qui sont liées à des objets qui existent, qu'on étudie. D'accord ? Et si on propose des suites qui sont liées à des calculs qu'on a fait sur des objets dont on cherche à faire un dénombrement, eh bien là on a peut-être plus de chances de tomber sur une suite qui est déjà enregistrée dans le dictionnaire, dans ce dictionnaire, et donc peut-être avoir plus de chances à faire un lien avec un autre objet combinatoire plus simple que celui qu'on est en train d'étudier. Donc là notamment par exemple les méandres. Enfin bref, voilà, toute cette parenthèse pour vous dire que voilà, là, la question ouverte par exemple, ça serait donc de donner une expression explicite du nombre de méandres à n sommés. Ça par exemple, c'est une question complètement ouverte. Alors j'aimerais juste, pour conclure cette première partie sur les méandres, j'aimerais juste vous parler d'un autre truc qu'on peut définir de manière combinatoire, c'est la question de connexité. Parce que là, comme vous pouvez peut-être vous rendre compte, on pourrait se poser la question, oui d'accord, c'est bien beau de poser des choses combinatoires, mais on ne se rend peut-être pas très bien compte de ce qui se passe de manière imagée.
c'est-à-dire la topologie qui peut peut-être y avoir derrière. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je vous donne ça, donc disons, je sais pas, voilà, je dessine un truc, et puis je fais ça, alors ça, je pense que ça marche par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de me rendre compte que ce truc-là, c'est bien un truc connexe? Qu'est-ce que j'entends par connexe? J'entends que vous pouvez très bien faire un chemin là de n'importe quel sommet. Donc là, les sommets, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous pouvez partir de 6 par exemple et arriver à 4 sans jamais sortir du méandre. Donc c'est-à-dire en suivant vraiment les arcs de cercle qui sont dessinés. D'accord? Et donc en effet, en suivant les arcs de cercle, vous vous rendez compte par exemple sur cet exemple qu'il y a bien une question de connexité. Donc j'aimerais juste vous dire comment, de manière combinatoire, on peut encoder la connexité. Et une manière de l'encoder, c'est de faire intervenir une relation d'équivalence. Ça peut paraître bizarre. Je ne sais pas à quel point ça peut paraître bizarre, mais en tout cas ça peut paraître bizarre de faire ça. Mais en fait, faire des relations d'équivalence va me permettre d'introduire donc des classes d'équivalence. Et les classes d'équivalence vont correspondre exactement aux composantes connexes. Ça peut être une idée. Alors comment introduire une relation d'équivalence? Ce que je peux faire, c'est de poser une relation R, donc soit une relation, donc la relation R, définie par deux points. Donc pour tout I, J dans l'ensemble 1N, nous dirons que I est en relation avec J si et seulement si. Donc il y a deux possibilités, mais essentiellement, ça serait de dire qu'il existe, donc là, peut-être une façon de unifier plusieurs façons de donner cette relation, ça serait la chose suivante. Il existe un ensemble E, donc il faut bien sûr se donner une paire de correspondances, hein, donc j'ai oublié de le faire, mais donc le 1 défini sur un méandre M de PQ, d'accord, donc avec P et Q, tous deux des correspondances non croisées. Donc on peut définir la relation suivante. Donc I et J sont en relation. S'il existe E, un ensemble dans P union Q, tel que l'ensemble formé par I et J est inclus dans E. Voilà, ça peut être une façon de faire. Donc là, dire que IJ est inclus dans E, ça veut dire que vous avez un segment IJ qui doit apparaître soit en haut, soit en bas. Parce que c'est ça que je sous-entends en disant P union Q. Ok. Mais cette relation-là, a priori, elle n'est pas transitive. C'est pas parce que I est en relation avec J, puis que J est en relation avec K, que I est en relation avec K. Là, pour l'instant, cette relation n'est pas une relation d'équivalence. Pour l'instant, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la symétrie, parce que si I est en relation avec J, J est en relation avec I. S'il y a un segment par exemple de 1 à 7, il y a bien un segment de 7 à 1. Donc il y a bien la symétrie. Il y a bien le fait, la réflexivité, pardon. Donc ça, évidemment, si je prends un élément 1 est en relation avec lui-même, même s'il n'y a pas forcément de segment qui lie 1 avec 1. De toute façon, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de suivre un segment pour aller de 1 vers 1. Donc on peut se rendre compte déjà que R est réflexive et symétrique. Mais elle n'est pas transitive. Donc elle n'est pas transitive au sens où, par exemple, je ne peux pas dire que 7 est en relation avec 4. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai pas un segment qui lie directement 7 à 4, que ce soit en haut ou en bas. Pourtant, 7 est en relation avec 1 est en relation avec 4. Alors qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la clôture transitive. Alors ça existe, oui. C'est un peu comme prendre la clôture, l'adhérence par exemple. Il y a la notion d'adhérence quand on travaille en topologie. Donc si je travaille avec un ensemble ouvert ou pas forcément ouvert, on peut considérer l'adhérence comme étant le plus petit des fermés tel que l'ensemble qu'on a sous les yeux est inclus dedans. Ça peut être une façon de faire. Il existe également la clôture algébrique pour ceux qui savent un petit peu plus de choses. On peut parler de clôture algébrique quand on travaille de R versé par exemple.
Donc C est une clôture algébrique de R. Et puis on peut parler de clôture algébrique pour des nombres, comment dire, des corps finis ou des choses comme ça. Hein. C'est un petit peu plus, voilà, petit peu plus compliqué à aborder, mais en tout cas voilà. Donc la clôture algébrique c'est quoi? Pour peut-être petit rappel, une clôture algébrique c'est juste dire que je veux que n'importe quel polynôme à coefficient dans le corps sur lequel j'aimerais travailler puisse se scinder. Donc n'importe quel polynôme puisse se scinder en des racines, donc en x moins xi. Donc exactement dire que R, c'est la clôture algébrique de R, ça veut bien dire que en fait si je prends les racines, si je prends un polynôme, je veux pouvoir le scinder avec des racines complexes. Et les racines complexes, bah voilà, les polynômes de second degré par exemple avec un delta négatif ne peuvent pas se scinder dans R. Donc en prenant la clôture algébrique qui va être ici C, je vais être capable de découper n'importe quel polynôme en des polynômes de degré 1. D'accord? Donc c'est ça l'idée de prendre une clôture algébrique. Et on peut aussi définir le même genre de choses pour les clôtures algébriques dans des corps finis. Il peut même y avoir une question d'unicité, hein, mais là je ne vais pas rentrer dans des détails, c'est vraiment très compliqué. Mais enfin bref. Là ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la clôture transitive. Bon, et là la clôture transitive, c'est vraiment là il y a vraiment une question d'unicité, il n'y a pas à penser à autre chose. Donc là je vais prendre la clôture transitive, donc on peut poser soit double vague comme ceci, la relation, la clôture transitive de la relation R. Et qu'est-ce que c'est une clôture transitive? Bah, plus ou moins comme j'ai essayé de le sous-entendre en vous parlant de d'autres types de clôtures ou de fermetures. Eh bien, la clôture transitive, c'est juste pour imposer à la relation d'être transitive. C'est juste ça en fait. Donc là, ce que j'impose, c'est que du coup, si I est en relation, donc si I est en relation R avec J et J est en relation R avec K, alors ça implique que I est en relation double vague, comme si on peut dire environ, je ne sais pas, mais est en relation double vague avec K, ou est lié avec K. Ok, donc c'est ça dire qu'on a une clôture transitive. Et du coup, bah, on peut continuer en disant, bah, si I est en relation avec J pour la relation double vague, et J en relation avec K, alors I est en relation avec K. Et on est d'accord que cette fois-ci, je vais pouvoir dire qu'en effet 7 est en relation avec 4. Et je vais même pouvoir m'amuser à dire que 6 est donc en relation avec 4. Et en prenant la clôture transitive, étant donné que la relation R était déjà réflexive et symétrique, j'obtiens donc la double vague va être une relation d'équivalence. Et donc d'une relation d'équivalence, je peux en soutirer des classes d'équivalence. Et donc ce qu'on va dire, c'est que un méandre est connexe si et seulement si il n'y a qu'une seule classe d'équivalence pour cette relation. Et voilà comment, de manière combinatoire, on peut définir la connexité. Ce qui est plutôt joli, hein, j'espère que vous vous rendez compte. Donc, définition. Un méandre MPQ est connexe si et seulement si le nombre de classes d'équivalence de la relation double vague sur l'ensemble des sommets 1n est égal à 1. Et là, bah, la classe d'équivalence, c'est quoi? Bah, ici, vous avez 4 en relation avec 1, en relation avec 7, en relation avec 5, en relation avec 3, en relation avec 2, en relation avec 6. Donc là, il n'y a qu'une seule classe d'équivalence, hein, on est d'accord. Et donc, en effet, on a la connexité. Et si je prends un autre exemple, hein, on peut vraiment se faire, si on veut, on peut s'amuser là et se faire un autre exemple. Hop. Donc on peut se faire un autre exemple. Donc si je proposais par exemple
va faire un exemple un peu moins facile. Donc si je fais ça, et puis je sais pas, disons ça, et puis ça, voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Donc là je viens de dessiner une partition non croisée, c'est la même chose que se donner un ensemble. Ok. Et bien là les classes d'équivalence sont vraiment celles que vous pensez. C'est-à-dire là je vais avoir 3 avec 4 avec 5 qui donne une classe d'équivalence. J'ai 2 avec 6. J'ai 1 avec 8 avec 7. D'accord. Donc ça ce sont les classes d'équivalence pour la relation double vague. Et vous voyez que là j'ai pas qu'une seule classe d'équivalence. Donc ça correspond bien au fait que le méandre n'est pas connexe, puisque là en effet j'ai 3 morceaux, et les 3 morceaux sont donnés vraiment par les classes d'équivalence. Donc le nombre de classes d'équivalence correspond au nombre de composantes connexes du méandre. On remarquera ça. Donc le nombre de classes d'équivalence est égal en fait au nombre de composantes connexes. Et vous remarquerez quelque chose, si vous ne l'avez pas encore remarqué, vous remarquerez que pour l'instant, je n'ai pas la donnée du fait qu'il y a un cercle. Là, par exemple, je n'ai pas la donnée que j'ai un cercle formé de 2 vers 6, 6 vers 2, par exemple. Mais ça aussi, on pourrait l'enregistrer à l'aide de relations d'équivalence ou des choses comme ça. On pourrait faire en sorte d'avoir une relation d'équivalence qui permet de, ou en tout cas une relation qui permet d'encoder la question d'avoir des cercles dans le méandre. Donc voilà, ou des cycles, on dit plutôt. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut encoder de manière combinatoire, et je voulais juste vous en convaincre que de manière combinatoire, on peut vraiment encoder un peu tout sur les méandres, et c'est vraiment très, très sympathique. Donc il y a vraiment plein de liens sur les méandres que je vais développer lors du prochain épisode. Donc lors du prochain épisode, je vais essayer de vous parler de liens qui existent, pas forcément dans le cadre que j'ai fixé pour la recherche, là, ici, en tout cas, je voudrais vous parler de liens qui existent en dehors de la thématique, et puis je vais vous parler également du lien qu'il va y avoir avec les mots parfaitement amassants, et ensuite, un petit peu plus tard, vous verrez le lien avec les modules bande-briques de certaines algèbres aimables que je vous introduirai un peu plus tard. Donc je ne sais pas encore quand exactement, mais en tout cas ça va venir, hein. Il va y avoir un certain nombre d'épisodes évidemment, mais voilà. J'espère en tout cas vous avoir convaincu que ces objets combinatoires sont vraiment très sympathiques à manipuler, et pourtant il y a beaucoup de questions ouvertes, donc là je vous en ai posé une ou deux, notamment par exemple une question qui n'est pas forcément facile à poser, c'est que si je me donne un méandre, n'importe lequel, on pourrait se poser la question combien il y a de, alors peut-être un nombre de sommets plutôt, si je me donne un nombre de sommets fixé, combien y a-t-il de méandres qui compte un certain nombre de composantes connexes. Par exemple, ça aussi, c'est une question ouverte. Donc des méandres, si je dis je veux compter le nombre de méandres qui n'a qu'une seule composante connexe, cette question, de manière générale, est complètement ouverte. D'accord. On ne sait pas combien il y a de méandres qui peuvent se dessiner juste en un seul trait. Voilà, ça c'est quand même une question assez étrange. Et puis bien sûr, on peut généraliser avec 2 traits, hein, donc là 3, ici 3 composantes connexes, etc., etc. Ça aussi c'est une question complètement ouverte. Bon, on verra également un certain type de méandre bien particulier aussi, parce que bon, il y a des questions de méandre de manière générale qu'on pourrait rapidement aborder, mais il y a aussi des questions de méandre plus spécifiques. Donc on va introduire un type de méandre qu'on appelle bi-arc-en-ciel, ou arc-en-ciel pour simplifier les choses. Et arc-en-ciel, ça va vraiment être ce que vous pensez. On va dessiner des arcs-en-ciel. Ça peut paraître un peu étrange, un peu rigolo, mais on va dessiner des arcs-en-ciel et on va se poser des questions autour de ça. Et vous verrez très vite, j'espère vous introduire assez rapidement, le lien qu'il y a entre ces méandres arc-en-ciel et les mots parfaitement amassants. Ce qui va nous permettre plus facilement de calculer par exemple la transformée de Gessel-Rothenauer dans certaines conditions. Puisque la transformée de Gessel-Rothenauer était quelque chose quand même d'assez compliqué à introduire. Donc j'espère qu'avec les méandres, ça va être un petit peu plus simple de se rendre compte de ce que fait cette transformation de Gessel-Rothenauer. Bon, j'aurais fait presque 1 heure de vidéo, mais c'est peut-être à cause de l'aparté que je vous ai faite concernant le site OEIS. Ça doit être online. Je suis en train de me souvenir de ce que ça veut dire ce OEIS, mais je crois que ça veut dire Online Encyclopedia ou Encyclopédie. Et le S ça doit être pour sequence, mais le I ça doit être international. Donc voilà, ça doit être Online Encyclopedia International of Sequences.
peut-être quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc c'est vraiment un truc en ligne, une encyclopédie en ligne qui répertorie toutes les suites importantes, qui peut être très intéressante à étudier de manière combinatoire, et qui, bon bah voilà, si vous travaillez avec certains objets et que vous cherchez à les dénombrer, et que vous vous posez la question est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec un autre objet que je connais pas, et ben si on tape les premiers nombres qu'on obtient avec l'objet qu'on est en train d'étudier, et ben il va nous renvoyer peut-être d'autres objets combinatoires qui seraient liés avec l'objet qu'on a sous la main, qui est peut-être lié à la suite de, enfin qui normalement est assez lié à la suite de nombres que vous avez donné. Et du coup bah voilà, ça c'est vraiment très intéressant je pense. Et bon j'espère que avec cette petite aparté je vous ai donné envie d'essayer de manipuler ça, tout en vous ayant aussi donné envie de manipuler les méandres. Bon voilà, alors sur ce, je m'arrête vraiment ici. Donc si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que d'autres camarades pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne ou même de cette vidéo plus particulièrement. Et puis sur ce, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour de prochaines aventures mathématiques, probablement un exode-call ou un petit exode-call. Sur ce, portez-vous bien, bonne fin de semaine et à très vite. Salut à tous!